Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ceux qui nous retrouvent sur le plateau télé de Millipol, animé par SD Magazine. On est ravis de vous retrouver cet après-midi pour cette séquence qui sera dédiée à la robotique au service des forces de sécurité. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Cyril Cabara. Vous êtes CEO et cofondateur de Sharks Robotics. Et Loïc, vous êtes commandant à la BRI. On va donc parler de ce phénomène qui finalement n'échappe pas dans toutes les industries, la robotisation des équipements et des matériels au service, on va le voir ici, des forces de sécurité. Pourtant, souvent on oppose l'homme et la machine. Ici, comment vous voyez cette complémentarité, cette action entre l'opérationnel et son robot, et comment vous le mettez en œuvre, Cyril ? Alors bonjour et merci pour cette intervention. Juste pour contextualiser un peu, donc Shark Robotics est une entreprise française de 70 collaborateurs basée à La Rochelle qui conçoit et fabrique donc des robots terrestres au service des hommes et des femmes de terrain qui sont engagés quotidiennement sur le terrain et qui effectivement défendent nos valeurs, que ce soit dans la sécurité incendie, effectivement la partie law enforcement, donc sécurité, ou encore le domaine du déminage. Et donc pour répondre à votre question, nous on voit vraiment la robotique en appui de l'homme et vraiment non pas en substitut. Pour nous c'est un complément qui vient apporter de l'efficience, de la protection pour les opérateurs sur le terrain et maximiser leur puissance et on va dire décupler leur action sur le terrain. Et ça c'est la mission et c'est notre mission principale. Et justement, Loïc, vous utilisez certains de ces équipements. Comment vous percevez cette complémentarité ? Comment ces équipements vous aident, accompagnent les opérationnels que vous êtes dans vos missions ? Qu'est-ce qui vous permettent de faire mieux ou de faire plus peut-être ? Alors tout d'abord, merci de l'invitation. Effectivement, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit aussi, la robotique. C'est la capacité de faire mieux avec les moyens dont on dispose. Alors mieux comment ? Tout d'abord, il y a une vraie révolution chez nous. Au premier temps de la robotique, l'ensemble des opérateurs utilisaient les robots. Il n'y avait pas des hyper spécialistes. Aujourd'hui, dans chaque unité, vous avez des hyper spécialistes. C'est des gens qui, même pour la plupart d'entre eux, ont participé à la conception du robot, ou en tout cas à l'évolution du robot et qui le maîtrisent à 100%. Ce qui nous permet, nous, de faire des déploiements opérationnels dans de meilleures conditions de sécurité, avec des capteurs accrus, c'est-à-dire que, encore une fois, lorsque c'est un opérateur et qui doit décrire ce qu'il voit, il le décrit à la voix, donc, avec toutes les limites que ça. Alors que lorsque c'est un robot, on a de la vidéo, voire même du son. Et on a même des capacités avec des capteurs IR ou même thermiques. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui, un, de mieux comprendre ce qu'il y a devant nous, et deux, de se mettre plus en sécurité. D'accord, donc une meilleure perception et conception de votre environnement, une meilleure protection pour vos hommes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'utilisation de ces robots ? Alors, je vais vous donner un exemple qui va rappeler quelque chose à monsieur de Shark Robotics, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a utilisé un robot Shark Robotics, il n'appartenait pas à la brigade de recherche et d'intervention, mais il appartenait à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, parce qu'ils ont un robot destiné, vous voyez, à éteindre les incendies. Et nous avions un forcené qui lui était muni d'agents incendiaires. Et nous, on l'avons utilisé, ce robot, parce qu'on a une grande habitude de travailler avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et ils avaient surtout l'opérateur du robot qui, lorsqu'on lui a expliqué l'idée de manœuvre, il nous a dit « Oui, je sais le faire, je suis en capacité de le faire et je peux travailler avec vous pour résoudre cette problématique-là. » Eh bien, objectivement, à la fin, ça a résolu notre problème. Ça veut dire que le forcené il a été interpellé, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu de personnes blessées. Nous, nos opérateurs étaient en sécurité et ça a validé l'utilisation du robot, ce qui prouve que même lorsque ce n'est pas un robot en propre, il peut toujours être utile ou en tout cas utilisé dans nos opérations. Et donc on revient sur l'idée qu'on mentionnait plus tôt aussi sur la coopération avec différents services. Vous parlez des sapeurs-pompiers par exemple, qui utilisent également certains de vos robots comme on le voit là. Cyril, quelles sont les technologies qui aujourd'hui sont embarquées dans ces robots qui leur permettent d'accomplir leur mission, et quelles évolutions voyez-vous pour à la fois les évolutions technologiques et en termes de mission ? Alors, les évolutions sont nombreuses et elles arrivent très vite. Mais je pense que ce qui est fondamental, comme l'a dit le commandant Loïc Tabar, c'est d'emmener l'opérateur dès la base, la partie conception.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une acculturation nécessaire, une pédagogie à amener en disant, et effectivement, l'opérateur qui connaît mieux que personne le terrain, quand on donne et on crée une alliance entre des ingénieurs autour de la table, des opérateurs qui maîtrisent parfaitement leur écosystème, on obtient quelque chose de fiable. Et je pense que ce qui est important, c'est que dans les années avant 2016, il y avait cette rupture de confiance. On se disait, bon, super, un robot, c'est bourré de technologie. Le problème, c'est quand on le mettait sur le terrain dans des conditions difficiles, au bout d'une heure, et moi le premier, qui vient des forces aussi, on perdait une roue, on perdait une chenille, c'était impraticable et ça devenait un boulet à tirer. Donc, cette rupture de confiance, on a dû la recréer en associant l'opérateur qui connaît mieux que personne les conditions difficiles dans lesquelles il travaille et en disant, voilà, c'est un outil fiable et je peux compter sur lui. Et petit à petit, on a emmené ensuite des briques d'intelligence comme de la navigation autonome qui est aujourd'hui utilisée couramment, du follow me, donc c'est-à-dire la capacité à votre robot à vous suivre, vous marchez devant, il va vous suivre, pour des notions à faible valeur ajoutée. Et je pense que l'axe principal de recherche est de dire, un opérateur a une capacité cognitive, il doit se concentrer sur sa mission, sur sa target. Tout ce qui est à faible valeur ajoutée, il faut essayer de lui libérer du temps et de l'esprit pour se concentrer sur sa mission. Et c'est ça l'enjeu de la robotique, c'est de libérer de la capacité cognitive pour apporter de l'efficience sur le terrain. Laisser faire aux robots les tâches qui demandent le moins de valeur ajoutée, qui elles sont effectuées donc par l'opérateur, par l'opérationnel en l'occurrence. Alors il y a des échéances qui arrivent bientôt dont on ne peut pas ne pas parler ici, qui sont les Jeux Olympiques. Comment vous percevez, vous imaginez la façon dont vos robots pourraient être, ou les robots de manière générale, pourraient être mis au service de la sécurisation des Jeux qui, on le sait, se déroulent sur plusieurs sites en simultané, avec plusieurs types d'événements et de compétitions en simultané, ce qui demande donc un dispositif de sécurité flexible, agile et multiple. Comment vous voyez la place du robot dans ce dispositif ? Alors effectivement, aujourd'hui, la robotique, je dirais, se décline dans différents pans de métier et d'usage. Hein. Donc on arrive en soutien donc, de la DGS-CGC, alors au travers de la sécurité incendie, bien sûr, avec des robots pompiers, notamment déployés avec nos amis de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais également avec des herses de sécurité. Donc ce sont des herses robotisées qui permettent effectivement de créer un checkpoint, du contrôle pour effectivement nos forces de l'ordre, et également des robots de déminage au profit de nos forces d'intervention lorsqu'effectivement il faut aller reconnaître, faire une levée de doute et vérifier la nature du contenu. Et on parlait tout à l'heure de la confiance et justement de la coopération entre les industriels et les forces de sécurité. Loïc, est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous êtes particulièrement attentif et engagé ? Tout à fait. Et je rebondis sur ce que disait l'intervenant tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a créé de la confiance, d'abord en étant très en amont dans la conception, et ensuite, nous, on se doit aussi de renvoyer cette confiance en faisant des retours d'expérience précis aux fabricants et à l'industriel, parce que lui, ça lui permet de progresser. Et ensuite, de la même façon, nous essayons de plus en plus d'avoir, si vous voulez, dans les unités, un vecteur commun, et après les spécificités liées à telle ou telle niche métier, d'avoir des bras spécifiques, par exemple, ou des capteurs spécifiques, mais d'avoir un vecteur commun. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, nous apercevons que l'opérateur spécialisé, le technicien, lui, il doit avoir ça doit être vraiment très simple pour lui de faire évoluer le robot, et qu'après, tout ce qui est hyper spécialisé, il va mettre plus de temps, justement, cognitif dessus. Donc, les systèmes Follow Me, par exemple, c'est quelque chose que nous prenons beaucoup. Et ensuite, on doit avoir aussi un vrai besoin pour nous de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est des partenariats sur la très longue durée pour justement pouvoir faire évoluer les matériels dans le sens qui nous convient et surtout que ce ne soit pas du tout une charge. Aujourd'hui, on est pour moi au sens du point de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à recruter des techniciens spécialisés qui mettent en œuvre ces robots, justement parce que ce ne sont pas des robots qui sont des charges pour eux. Ils voient tout le potentiel que ça peut leur offrir. Et justement, en termes de formation à l'utilisation, non seulement l'utilisation, mais le fait de travailler avec dans des missions peut-être au quotidien, comment on se forme à travailler avec un robot ?
Alors c'est simple, hein, la formation c'est une demi-journée. C'est-à-dire que par définition et par essence, quand on a co-développé donc ces différents robots avec effectivement les opérateurs, donc les femmes et les hommes de terrain, la notion première c'était la facilité d'utilisation ou le côté intuitif de la machine. Un opérateur n'est pas un roboticien par définition et ne doit pas l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, demain, n'importe qui doit pouvoir l'utiliser, même s'il y a des spécialisations. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc la formation, c'est une demi-journée. Pourquoi ? Ça se veut très simple d'emploi et également très simple à maintenir. Il y a quand même aussi la partie maintenance. Souvent, on se dit que c'est des systèmes très complexes. Et là, il y a un véritable enjeu de décomplexifier ces systèmes pour les rendre simples, projetables à l'étranger également, et surtout facilement maintenables. Et c'est tout l'enjeu. Vous parliez de l'étranger. Est-ce que vous coopérez avec d'autres services ou d'autres industriels, peut-être à l'étranger ? Alors oui, bien sûr, hein, on a vendu 300 systèmes robotisés, dont les 3/4 à l'étranger, avec une quinzaine de pays. Donc effectivement des pays européens, Israël également, d'autres pays, notamment en Asie du Sud-Est comme Singapour. Et petite remarque, ce qui est assez intéressant. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est pour mieux encore acculturer, c'est avoir par exemple une capacité à proposer à certains industriels d'avoir des réservistes chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui est roboticien ou ingénieur soit chez nous sous une forme de réserve pour justement voir ce qui pourrait améliorer au quotidien pour ces robots. Ensuite, intégrer le plus possible en amont ces industriels dans les cahiers des charges, ou en tout cas le montage d'achat. Alors je sais qu'actuellement c'est compliqué parce que ça rentre en conflit avec les règlements, mais nous aimerions de plus en plus que ça fonctionne ainsi. Merci beaucoup, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et le plateau continue évidemment toute la journée et jusqu'à jeudi. Sur Milipol, donc avec le plateau animé par SED Magazine.